Bienvenue donc pour cette deuxième table ronde qui va être consacrée à la jeunesse. Ça tombe bien, on est tous mineurs, enfin quasiment. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui peuvent nous interroger et qui peuvent interroger les générations futures. Et le sport peut peut-être leur permettre d'avoir une passerelle, de trouver quelques solutions, quelques réponses, parce que moi je suis quand même je m'interroge beaucoup aujourd'hui sur notre société qui nous offre tellement de moyens de communiquer. On n'a jamais eu autant de moyens de communiquer et on n'a jamais aussi peu communiqué entre nous. Alors ça, c'est valable pour la jeunesse, mais c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pléthores, ils font la loi un peu partout. Se mélangent sur ces réseaux sociaux des informations qui sont extrêmement importantes, un échange qui est tout à fait profitable. Et puis d'un autre côté, il y a toutes ces fake news, toutes ces insultes gratuites, tout cet anonymat vengeur qui fait que c'est difficile de s'y retrouver. Et quand on sait que les jeunes aujourd'hui, et je parle en connaissance de cause, ne regardent plus véritablement les médias traditionnels, ne regardent plus la télévision, n'achètent plus les journaux, ne lisent plus les magazines et qui s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux, on peut effectivement comprendre qu'ils soient un peu désorientés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quelques problèmes au niveau de la citoyenneté, au niveau de l'esprit civique, au niveau de l'intérêt pour la classe politique. Je me suis aperçu aussi, et j'en suis vraiment marri, que les journalistes aujourd'hui sont montrés du doigt, qu'on s'imagine qu'ils sont corrompus, qu'ils ont un rapport étroit avec le pouvoir. Bref, les jeunes aujourd'hui nous regardent avec énormément de méfiance, tous autant que nous sommes, et ça doit forcément nous interroger. Alors s'ils nous regardent avec méfiance, c'est que quelque part, ils ont peut-être raison aussi, je veux dire, ils font pas ça comme ça, d'une manière spontanée et autoritaire. Donc plutôt que d'essayer aujourd'hui, c'est pas notre rôle, de détricoter tout ça et d'essayer d'apporter des solutions globales, on peut se demander si le sport, effectivement, et l'éducation, parce que tout passe par l'éducation, si le sport et l'éducation ne peuvent pas donner un certain nombre de réponses, un certain nombre de pistes pour justement venir un peu apaiser ce sentiment de défiance qui est extrêmement important, qui est extrêmement profond dans la société et qui en même temps est un peu inquiétant parce que c'est quand même cette jeunesse qui doit prendre le relais de ce que la planète et nous serons à l'avenir. Alors, le sport doit être irréprochable, le sport ne peut pas tout faire, l'éducation sans doute non plus, mais elle a son rôle à jouer. Alors Laetitia Abchi de l'Agence française du développement nous donnera une approche un peu plus internationale de la manière dont le sport peut être non pas une fin mais un moyen pour permettre à la jeunesse de prendre toute sa dimension dans les pays en voie de développement. Et puis on ira ensuite avec Serge Billet à la base, au niveau de l'enseignement primaire, quelle doit être notre action au niveau de l'enseignement primaire pour, dès le plus jeune âge, essayer de réhabiliter des valeurs qui, malheureusement, aujourd'hui, ont tendance à être un petit peu obsolètes. Et puis, on ira ensuite, et peut-être avec Philippe Brault, regarder la spécificité de l'enseignement libre. L'enseignement libre que beaucoup de parents, aujourd'hui, choisissent. Non pas forcément par j'allais dire idéologie, le terme est mal choisi, mais en tout cas, non mais sérieux, ils le choisissent parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour certains d'entre eux. Et je suis bien placé pour en parler, donc voilà. Et puis, on ira aussi, bien sûr, du côté de l'UNSS avec Christophe, pour l'enseignement libre, c'est Philippe Brault, et pour l'UNSF, c'est Christophe Norsini. Bref, il y a plein de choses à envisager aujourd'hui, en espérant que le sport, j'en suis pas persuadé, mais en espérant que le sport, que les valeurs du sport puissent être suffisamment fortes pour pouvoir apporter un peu d'espoir. Et puis on verra évidemment que le sport doit être aussi irréprochable et il ne l'est pas totalement aujourd'hui. Je voulais commencer avec les enfants du primaire, avec la base, et demander à Serge Billet si réellement il y a cette prise de conscience aujourd'hui
du rôle que l'éducation peut apporter à notre jeunesse pour essayer justement de la raccrocher à des choses concrètes, à des valeurs que le sport porte en elle. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, donc je suis ici pour représenter l'Union sportive de l'enseignement de premier degré. Et notre fédération sportive scolaire n'a pas pour objet essentiel la pratique du sport dans le sens compétitif pour tirer une élite, pour avoir des champions. Notre philosophie est plus proche du sport pour tous et de développer la pratique sportive inclusive, c'est-à-dire notamment qui permet aux enfants porteurs de handicap de participer à une pratique sportive avec les autres enfants, avec les enfants valides. Donc déjà d'entrée, notre philosophie amène une prise de conscience par l'enfant des problèmes que peut rencontrer un autre enfant au sein de la société. Ensuite, notre fédération a fêté ses 80 ans cette année, 80 ans d'existence, et pour fêter ce 80e anniversaire, nous avons voulu mettre l'accent sur la parole de l'enfant, sur les congrès d'enfants. Et donc, notre fédération fonctionne grâce à des bénévoles au sein des associations sportives dans chaque établissement scolaire primaire et maternel. Donc, depuis le début de l'année, nous avons mis en place des congrès d'enfants dans les associations où nos animateurs ont fait discuter les enfants en forme de débat sur 4 valeurs qui peuvent fonder une meilleure société. Ces 4 valeurs étaient le vivre ensemble, comme je vous le disais notamment avec les rencontres inclusives, l'égalité filles-garçons, l'esprit sportif et le respect au sein de la rencontre, ainsi, et la dernière valeur, l'éco-citoyenneté. Vous voyez que ces 4 valeurs, ce sont 4 valeurs que l'on peut retrouver et que l'on peut faire vivre à l'enfant dans le cadre des rencontres sportives. Les faire vivre, c'est bien. Lui en faire prendre conscience au cours d'un débat et porter sa parole ensuite vers les autres enfants, cela nous semblait essentiel. Et après ces congrès qui se sont déroulés dans les associations locales, il y a eu les niveaux départemental qui a regroupé des délégations d'enfants. Actuellement ont lieu les congrès régionaux et la phase finale se déroulera ici au CNOSF. Et vous allez remarquer que les dates ne sont pas choisies au hasard. Cette phase finale se déroulera les 21, 22 et 23 juin prochains, ici, avec des délégations d'enfants qui exprimeront la parole de leurs camarades, de leurs copains licenciés sportifs comme eux au sein des associations USEP. Et la conclusion de ce moment national sera l'élaboration d'un manifeste que nous transmettrons ensuite à toutes les associations de notre fédération et que nous mettrons en avant lors de nos rencontres avec les autres fédérations sportives avec qui nous avons des liens partenariaux parce que, comme je vous le disais, nous voulons développer le sport pour tous et donc nous avons beaucoup de conventions de partenariat avec les fédérations délégataires. Ouais, bon, ça c'est bien, mais les congrès, les séminaires, les discours, ok, je connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions concrètes. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut changer les choses? Parce que aujourd'hui, c'est vrai que ces valeurs-là, elles sont superbes, mais est-ce que dans la réalité, on peut véritablement les intégrer à l'enseignement propre? Tout à fait. On peut les intégrer. De toute manière, nos animateurs sont majoritairement des enseignants. Donc, s'ils participent à nos rencontres, c'est qu'ils ont acquis à nos idées. Et ensuite, dans le cadre des rencontres, les enfants sont appelés à mettre en œuvre les valeurs dont je viens de vous parler. L'égalité filles-garçons, c'est impératif chez nous. De toute manière, notre public est composé de 50% de filles, de 50% de garçons. Donc, dans le cadre des rencontres sportives, les deux genres ont tout à fait leur place. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence chez nous.
Non, mais quand tu parles, quand vous parlez, excuse-moi, quand vous parlez d'éducation inclusive, du rapprochement entre les gamins dits valides et les gamins dits handicapés, Porteurs de handicap. Concrètement, moi, j'ai pas souvent assisté à ce genre de symbiose. Hein. Eh ben, je vais vous inviter à nos rencontres USEP. Très bien. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ah, ça va très bien. Donc vous êtes très optimiste en définitive. Quand vous voyez... J'essaye d'être réaliste. J'essaye d'être réaliste et d'être néanmoins optimiste. Tout à l'heure, vous disiez que la jeunesse nous semblait... Là, je vais sortir un petit peu du cadre primaire, mais vous disiez la jeunesse semble un peu perdre de ses repères, etc. Je tiens quand même à signaler qu'il y a 3 semaines, il y a des jeunes plus âgés que ceux en primaire, mais il y a des jeunes qui ont défilé dans 40 pays pour défendre la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai. C'est pas rien. C'est vrai. Et donc, ce sont quand même des jeunes qui sont capables de se mobiliser. Et il faut qu'ils trouvent des messages mobilisateurs, et ils sont partants. Il n'y a aucun problème. Voilà. Laetitia, je vous sens bouillir, là. Non, vous m'avez dit, moi, je fais l'international, mais là, on est en France, c'est pour ça. Hein. Oui, oui, je sais, mais on m'a dit que la France est dans le monde. Paraît-il, oui. Qu'elle est liée au monde, et donc ça a sa place aussi, même en France, de parler du monde. Voilà. Et puis de voir comment on peut faire créer des liens avec ce monde, avec cette jeunesse de ce monde et l'éducation. Et puis surtout qu'on parle de manifestations internationales. Et ces jeunes qui sont ces manifestations internationales ont été éduqués à un moment et on leur a donné conscience. Et les liens existent, même dans les anciennes générations. On peut voir que des liens existent entre les politiciens qui prennent des positions un jour courageuses et leur éducation de base qui a été souvent engagée, militante. Donc l'éducation qui se passe au niveau des écoles, au niveau d'un terrain de sport est très importante. C'est du petit pas, on ne le voit pas forcément, mais c'est essentiel. Mais je pense que mes collègues qui sont là, que ce soit l'UNESS, l'UCEP ou autres organisations, celles que je connais un peu moins bien, sont des organisations essentielles et il ne faut surtout pas les perdre. Même dans l'évolution de l'organisation sportive telle qu'elle se fait aujourd'hui, où il y a une présence plus importante des événements portés par le secteur privé, mais il y a un vrai enjeu d'irriguer, de continuer à irriguer ce sport pour tous. Justement, parce que Serge disait, mettez l'accent sur le sport pour tous, vous aussi, priorité au sport pour tous par rapport au sport de performance, par rapport au sport de haut niveau ? Nous, en fait, on n'en a pas vraiment le choix parce que c'est notre métier, c'est l'aide publique au développement. Et quand on vient à déclarer ce qu'on fait, notre métier de faire cette aide publique au développement, de transformer les budgets de l'aide publique au développement en projets réels sur le terrain. Quand on vient à déclarer ce qu'on fait au niveau de l'OCDE, ça ne peut pas être un sport pour la performance parce que c'est pas ce volet-là du sport qui crée le développement. C'est bien le sport de base, le sport pour le bien-être, le sport pour l'éducation qui est vu comme un apport pour l'aide publique au développement dans le cadre des relations de la France avec les pays en développement. Donc forcément, notre action sera pour le sport pour tous. Ce sera, on va dire, des actions d'éducation par le sport. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est trouver dans le sport un moyen pour faire de l'éducation. Pourtant, vous n'ignorez évidemment pas que les gamins auxquels vous allez vous adresser, auxquels vous allez transmettre ces valeurs, ils ont aussi d'autres sons de cloche par ailleurs, via toujours Internet, via les différents réseaux, et eux, ils vont rêver de devenir Neymar, Mbappé ou je ne sais qui, et donc de vouloir d'abord sortir de leurs conditions de vie précaires grâce au sport de performance et grâce donc à toutes ces valeurs périphériques qui ne sont pas celles forcément prônées par Serge tout à l'heure dans son discours. Mais vouloir sortir de sa condition va pas contre l'éducation. Après, c'est le cheminement. Enfin, après, chacun sa propre histoire. Mais le fait, rien que le sport donne un rêve de pouvoir sortir de sa condition,
qu'on ne soit pas cantonné à forcément rester pauvre toute sa vie, si on vient de milieux déshérités, c'est déjà énorme. C'est un apport incroyable que le sport apporte. Savoir que tout n'est pas verrouillé, que là où on n'a pas forcément l'occasion d'avoir une éducation directement qui porte vers l'élitisme, au succès, le sport peut être un chemin de traverse. C'est extraordinaire. Et ça, nous, on le voit dans les pays du Sud. Ça a ses limites. Il faut remettre les choses à leur place à un moment donné. Mais tout n'est pas négatif, même dans ce phénomène-là. Non, je dis ça parce qu'il y a aussi évidemment les prévenir contre les dérives, parce que le sport doit être irréprochable et il ne l'est pas. Moi, je reviens du Kenya, par exemple, où aujourd'hui, dans n'importe quelle pharmacie, on peut acheter de l'EPO sans aucun problème. Donc, je veux dire, il y a aussi tout ce travail à faire. Et c'est votre rôle en termes d'éducation. Alors c'est le rôle des gouvernements dans ces pays-là et de les appuyer. Là, on serait plutôt sur la santé. C'est vrai qu'on peut avoir un rôle en tant qu'agence française de développement sur ce volet-là, dans le cadre de nos appuis aux politiques des gouvernements pour la santé. Encore une fois, c'est pas la finalité, c'est le sport. Voilà, on ne va pas intervenir sur le dopage du sport, mais par contre, dans le cadre de soutien de programmes santé, d'éducation, la plus des pharmacies, enfin de programmes de relais au niveau de la bonne distribution des médicaments, du contrôle, on jouera notre rôle à ce niveau-là aussi. Alors Philippe Brault, j'ai parlé d'idéologie tout à l'heure, je vous prie de m'excuser parce que le terme est très impropre, mais il se trouve que mon vocabulaire là, a été un peu limité et que je n'ai pas trouvé la correspondance qui était, et pourtant la langue française est tellement riche que je suis... On peut parler de conviction religieuse peut-être à ce moment-là. Oui, c'était ça, enfin bref, peu importe. Je vous prie donc de m'excuser Philippe parce que c'était pas habile de ma part. Je voulais savoir si vous partagez, je pense que vous les partagez, les 4 valeurs fondamentales, les 4 piliers fondamentaux que Serge a énoncés tout à l'heure. Est-ce que vous les appliquez de manière concrète dans l'enseignement dont vous avez la responsabilité? Catholique. Bonjour à tous. Effectivement, l'UXEL, souvent dans le paysage du monde sportif scolaire, est un peu méconnu. Donc juste pour dire que l'UXEL, c'est la fédération sportive de l'enseignement catholique. Voilà. Elle représente 1 300 000 adhérents, puisque nous, en fait, je suis entre les deux, entre l'UCEP et l'UNSS. Je représente à la fois le premier degré et le second degré. Donc c'est important de le dire. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons qu'une fédération sportive scolaire. Oui, bien sûr que je partage les propos de M. Billet. Effectivement, on est la pratique sportive. En fait, on est à l'interface, nous, au niveau de l'éducation nationale, puisque nous sommes des fédérations sportives scolaires, entre l'éducation physique et sportive, et il y a bien le mot éducation, et le sport fédéral. Je crois que c'est important. Et donc, effectivement, c'est un levier d'éducation. Et pour nous, il nous semble important qu'on s'appuie sur le développement intégral de la personne. Et j'insiste bien sur le mot personne et non pas le mot individu, où là on peut être des numéros. Et je crois que c'est important de dire où on est relié effectivement à un environnement social, humain, environnemental. Et donc c'est vrai que la trêve olympique, les Jeux olympiques sont l'occasion aussi de faire une pause dans un projet éducatif, parce que les rencontres que l'on met en œuvre, ou les compétitions, on parle plus de rencontres dans le premier degré, et puis de l'aspect compétitif davantage dans le second degré, c'est une occasion aussi d'oser la rencontre. Et dans le monde de l'éducation nationale et de l'école, c'est la seule discipline EPS, avec effectivement les associations sportives, qui permet des rassemblements. Voilà. Et donc de se confronter à la réalité en proposant des projets d'animation ou des projets de formation qui intègrent aussi, on va dire, la compétence sportive et la performance, mais qui intègrent aussi la formation du jeune dans les autres rôles qui sont attachés au niveau du sport. Et là, on vient de faire un premier forum santé-prévention. C'est un pôle aussi que l'on a développé au sein de notre fédération, la santé, parce qu'effectivement, si le sport ne se préoccupe pas de la santé et de la lutte contre le dopage, que ce soit la tricherie, la non-violence, et ainsi de suite, c'est important. On a d'autres acteurs, et il y a des chiffres, on va dire, éloquents, qui ne nous rassurent pas, effectivement, sur le développement cardiovasculaire de nos jeunes, puisque, effectivement, on a moins d'activité physique. Donc, on pourrait faire le parallèle entre l'activité physique et la pratique sportive, pour que réellement, ça ait un impact sur le développement du jeune et de la personne.
Et effectivement, en termes de projet d'animation, concrètement, et je vais prendre l'exemple de prochainement effectivement des Jeux de Tokyo, mais aussi des Jeux paralympiques, voilà, des JOP, n'est-ce pas? Et M. Guidru en parlait aussi au niveau de la SOP, de cette fameuse semaine olympique et paralympique. C'est de dire comment mettre du sens au sein de l'enseignement et de l'éducation pour promouvoir tout au long de l'année scolaire. Et nous, on va s'appuyer, notre projet, sur l'Euro d'athlée, qui va se passer en même temps, sur la première semaine, que les Jeux paralympiques, voilà, au mois d'août. Et des projets comme ça d'éducation se préparent avec les jeunes sur une année scolaire, parce que c'est un travail de longue haleine, et c'est pas juste de faire une compétition ou d'avoir une rencontre sportive qui permet d'avancer dans les représentations et dans l'éducation du jeune. Donc voilà, comment tout au long de l'année, avec des actions ponctuelles, en partant de la journée nationale du sport scolaire jusqu'à effectivement l'événement international, qui est un support d'éducation aussi, et de lien entre les familles et les enseignants autour du jeune, pour lui apporter des réponses satisfaisantes, en tous les cas pour l'aider à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et les valeurs qu'il doit véhiculer ou le comportement, l'engagement citoyen qu'il doit avoir. Ça, c'est important. Alors, est-ce que ça passe pas aussi par une revalorisation un peu de l'activité physique? Vous parliez tout à l'heure des ravages au niveau cardiovasculaire. Il faut savoir qu'en l'espace de 40 ans, je crois, un gamin a perdu 40% de... Combien ? 25% de ses capacités cardiovasculaires, ce qui est déjà pas mal quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de courir à 16 à l'heure, il va courir à 12 à l'heure, en gros c'est ça. Donc voilà, ça interpelle quand même pas mal. Mais moi qui étais prof dans une autre vie, je me souviens que lors des conseils de classe, le prof de PS, il était considéré comme quantité négligeable. Hein. Donc c'était bien d'être bon en maths et en français. Et le mec, à la limite, l'élève à la limite qui était nul en gym, c'était plutôt marrant. Donc est-ce qu'on en est encore là, Christophe ? Est-ce qu'on en est encore là dans cette stigmatisation, je dirais, de l'activité physique au niveau des enseignants qui considèrent que bon, c'est quand même pas l'essentiel de courir vite et de sauter haut? Alors j'ai été moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, enseignant de PS, et je peux vous dire que ça a quand même énormément évolué à ce niveau-là. Au niveau des conseils de classe et tout? Tout à fait, oui, au niveau des conseils de classe, puisque je pense que globalement, un chef d'établissement, il va apprécier énormément déjà si un enseignant de PS est professeur principal. Il ne faut pas oublier que les enseignants de PS sont les seuls à voir les élèves en mouvement. On est les seuls à les voir en mouvement. Quand les élèves, on leur demande... Sauf les profs qui ne tiennent pas leur classe. Bon, voilà, c'est un détail, ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on est les seuls à les voir en mouvement. Donc, comme on les voit en mouvement, il y a de l'interaction, il y a du conflit, il y a de l'opposition, il y a tout ça. Donc, l'avis du professeur de PS est maintenant beaucoup plus écouté en conseil de classe, à ce niveau-là. Alors vous êtes dans le second degré, c'est ça, hein? Tout à l'heure, c'était Philippe. Tout à l'heure, Philippe parlait de la différence qu'il y avait de perception entre la rencontre d'une part et la compétition d'autre part. Hein. On passait de la rencontre du premier degré à la compétition au deuxième degré. Vous êtes plus dans l'esprit compétition ou... Alors, pas tout à fait, mais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'on est plus sport de masse ou sport d'élite? Je pense qu'il faut être les deux. Les deux vont ensemble. Le sport d'élite sort souvent du sport de masse. Combien de sportifs français ont découvert leur pratique à haut niveau dans le cadre de l'UNSS? Il faut pas négliger les deux. L'objectif, c'est lorsqu'on va détecter dans le cadre d'une association sportive un gamin qui a un réel potentiel, c'est aussi lui permettre d'aller à son plus haut niveau de pratique possible, sans oublier les autres, bien sûr. Mais ce qu'on recherche là avant tout, là on parle du sportif, mais ce qu'on veut surtout avant tout, c'est former les citoyens de demain, puisque les jeunes qu'on a aujourd'hui, et c'était un petit peu votre inquiétude au départ, les jeunes qu'on a aujourd'hui, ce seront les adultes de demain. Donc on ne peut pas rester maintenant que sur de la pratique sportive uniquement. On se sert du sport, le sport a ses valeurs.
il y a des valeurs qui sont décriées, il faut pas le nier, le dopage, tout ça, ce sont des choses qui ternissent l'image du sport. Donc, il va falloir travailler sur les valeurs, et ces notions de valeurs renvoient à des notions de respect. Et donc, c'est de respect vis-à-vis de l'autre, mais aussi de respect vis-à-vis de soi, et c'est ce sur quoi l'UNSS, dans le cadre de son programme Une génération responsable, travaille énormément actuellement. Donc il y a des informations, il y a une prise de conscience, vous avez l'impression, au niveau des jeunes, de tout ce qui est périphérique au sport et de tout ce qui risque de venir entacher les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette prise de conscience est réelle ? Oui, la prise de conscience est réelle, et puis on essaye de leur donner des rôles autres dans les organisations de manifestations sportives. Ne pas être simplement que sportif. L'objectif maintenant, quand on est dans le cadre de son association sportive, c'est d'être initié au fait de devenir un jeune coach, de devenir un jeune dirigeant, de devenir un jeune secouriste. Enfin voilà, il faut travailler sur tous ces rôles. Je pense qu'on s'en sortira avec cette jeunesse que s'ils sont acteurs de leurs apprentissages, et si on les met dans des fonctions comme ça, si on les responsabilise, on avancera quand même beaucoup plus vite, et on fera effectivement une génération qui sera plus responsable. Plus responsable, je pense. Je voulais demander à Daniel, c'était pas prévu dans le truc, hein, si tu peux me dire 2 mots, Daniel, parce que toi, tu as fait ta scolarité où, à La Réunion, c'est ça ? Donc, est-ce que tu as ressenti cela, cette volonté d'abord de parler du sport en termes de valeurs, de ces valeurs-là, et puis ensuite te permettre de venir vers l'élite, c'est-à-dire cette transition entre rencontre et compétition. Est-ce que tu l'as ressenti toi dans ta scolarité, ou ça s'est passé tout à fait différemment ? Moi, je pense que, je suis d'accord quand on dit que les deux vont ensemble. Quand j'ai commencé à connaître ce que c'était le sport par mes éducateurs, je dis toujours que dans ma carrière, j'ai eu les plus grands entraîneurs, ça c'est clair, mais j'ai aussi des éducateurs dans ma jeunesse qui m'ont accompagné dans mon développement autour du sport, mais aussi dans mon développement en tant qu'homme, en partageant certaines valeurs. À cette époque-là, j'avais pas forcément l'envie de faire partie des meilleurs joueurs du monde, ou d'être champion du monde, ou d'avoir des envies de compétition internationale. Vraiment, j'étais là pour participer et connaître tout ce que je pouvais faire, parce que quand j'étais gamin, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du BMX, j'ai fait du basket, du foot, j'ai fait plein de sports, donc j'avais juste envie de m'amuser et avec mes copains, de partager tout un paquet de sports. Est-ce que tu as l'impression... Donc ça veut dire que j'avais autour du monde, j'avais beaucoup de monde autour de moi, parce qu'à chaque fois que j'allais dans un sport, il y avait un éducateur différent. Il y avait, avec l'UNSS, j'ai pu aussi participer à plein de sports aussi, et je sentais en tout cas que j'étais bien entouré, et que j'étais dans un environnement sain qui avec un petit peu de recul aujourd'hui, m'ont permis d'avoir conscience que les valeurs que ces gens-là m'avaient données à ce moment-là m'ont finalement permis de grandir tout le long de ma carrière dans le sport, mais aussi en tant qu'homme. Donc tu penses que si tu n'avais pas fait de sport, tu serais quelqu'un de différent ? Alors je ne sais pas si je serais quelqu'un de différent. En tout cas, je reste persuadé par contre que si j'avais pas été champion du monde, si j'avais pas été champion olympique, j'aurais été le même homme. Voilà, c'était intéressant, puisqu'on a Daniel qui est resté, de pouvoir l'inclure dans ce débat. Alors finalement, si je vous écoute, Laetitia, il y a de quoi être fondamentalement optimiste. Tous les bruits qu'on entend, toute cette jeunesse un peu désabusée, tout ça, ce serait un buzz créé par les médias pour justement faire parler d'eux. Je ne sais pas. On va donner le micro à Laetitia. Si je reprends ce que vous avez dit, si on est optimiste, c'est que tout va bien. Non, c'est pas ça. On peut être optimiste, être réaliste, et puis l'optimisme, c'est un parti pris.
Oui, il y a des choses qui vont pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais est-ce que ça va moins bien qu'avant? Chaque époque a son... Voilà. Le sport a sa toujours dose ce rôle moteur, en tout cas. Oui, et peut-être on doit... Plus que jamais. Oui, plus que jamais. Je pense que oui, c'est un repère, c'est une référence. En tout cas, nous, dans l'histoire de l'aide au développement, il y a eu des resserrements. Quand on pensait éducation, on pensait construction de classes. Et aujourd'hui, on se dit, c'est pas que les classes scolaires où justement on ne voit que l'enfant qui pas dans sa mobilité. Les heures de sport sont si importantes. Donc, quand on discute avec les États sur la construction d'infrastructures, on va aussi regarder les installations sportives. Donc, ça veut dire qu'on veut replacer le sport au centre des débats, même avec les pays, des pays en développement ou de nos relations internationales, pour placer son propre rôle. Je pense qu'il y a aussi un sujet en France et que nous on relaye à l'international, c'est le contenu des cours de PS. Peut-être qu'on peut faire beaucoup plus pendant ces cours. On voit bien qu'ils sont véhiculés plein de valeurs grâce aux professeurs, mais on pourrait aussi l'institutionnaliser, que c'est des moments où il y a les valeurs morales, vraiment un moment important pour que les valeurs morales puissent être transmises et que ce soit mis dans les curriculums. Et ça, dans l'aide internationale, c'est vrai qu'on a des très bonnes ONG françaises qui aujourd'hui construisent des programmes équilibrés d'utilisation du sport pour l'éducation. Et là, je pense à Play International, mais bien d'autres. Et c'est quelque chose qu'on relaye à l'international dans le cadre de nos relations avec le Burundi, le Kosovo, maintenant au Libéria, avec des ONG internationales comme Mercy Corps, où le sport est vraiment utilisé comme moyen pour diffuser des valeurs d'égalité, de lien social. Vous avez un contrôle qui est possible a posteriori ou c'est juste après par rapport à l'action des États? Est-ce que vous avez les moyens de... Tout est évalué, tout est contrôlé, la redevabilité est quelque chose de vraiment important. Et vous avez un pouvoir réel par rapport pour ensuite agir comme un levier? Alors moi, si aujourd'hui, en tout cas dans le cas de sport, l'AFD est une plateforme en fait. On n'agit pas seul dans nos projets de développement. Mais si aujourd'hui on a des grands acteurs comme la FIFA et d'autres qui viennent nous voir et qui nous disent tiens, vous êtes sans doute des bons relais pour travailler avec les États, c'est qu'aujourd'hui qu'il y a une confiance qui se crée sur le rôle de l'Agence française de développement, sur le dialogue qu'elle établit avec ces pays des Sud. Encore une fois, tout n'est pas parfait, mais c'est un moyen, oui. Le sport est un moyen, l'aide internationale est un moyen, la diplomatie est un moyen pour les relations internationales, qu'elles se développent dans de bonnes conditions. On va revenir en France avec Serge et à la base. Par rapport à ces congrès d'enfants, etc., qui verront leur apothéose donc, au mois de juin, bon, ça c'est bien, mais est-ce qu'à l'avenir, vous imaginez que l'enseignement du sport dans le primaire va être modifié, va tendre peut-être aussi vers une prise en compte citoyenne justement de ces valeurs? Est-ce que ça va être vraiment intégré au niveau le plus précoce pour justement guider nos enfants par rapport à ça? Alors justement, l'USEP fait tout pour que d'abord l'horaire d'EPS au niveau des écoles soit respecté. Et il faut savoir... Combien pour l'instant? 3 heures. 3 heures hebdo. Ouais. Et donc, il faut savoir... 3 heures avec le déplacement pour aller à la piscine et tout. Oui, ça veut dire un quart d'heure dans l'eau, d'accord? Oui, c'est... Bon, ça c'est malheureusement... il n'y a pas des piscines dans toutes les écoles. Donc, il faut bien se déplacer. Mais donc, on fait tout pour que cet horaire de 3 heures soit respecté. Et il faut savoir que, malheureusement... tu disais tout à l'heure que le rôle du prof de PS était vu différemment, mais malheureusement, je dois constater que quand il y a une heure de cours qui doit être restreinte pour continuer un peu plus de français, un peu plus de maths, etc., encore actuellement, c'est le PS qui souffre. Vous êtes une variable d'ajustement. Tout à fait, malheureusement. Donc, dans le cadre de l'USEP, on fait tout pour que nos animateurs entrent dans cette dynamique et fassent respecter au sein de leur établissement, par eux-mêmes évidemment, mais aussi par leurs collègues qui ne sont pas forcément usépiens, ce besoin absolu pour l'enfant d'avoir ces 3 heures d'activité d'éducation physique et sportive. Et tout à l'heure, vous parliez des paroles qui sont belles, etc. Mais au niveau de notre fédération,
nous avons ce discours, mais nous avons aussi des petites actions toutes simples qu'on peut mettre en place, par exemple, dans une cour de récréation. Actuellement, avec Christophe Lemaître, nous mettons en place des défis récré, qui font que les enfants ont des actions à coordonner et des sauts, des déplacements sur une croix, donc pour améliorer leur coordination, ou pour courir autour d'un soleil en respectant certaines plages, des accélérations, des décélérations. Tout à l'heure, vous parliez des 25% de capacité cardiaque d'effort cardiaque de cardio qui étaient perdus. Donc, en mettant en place ce petit type d'action qui ne demande rien et qui ne coûte rien au niveau installation, quasiment avec une boîte de craie, on peut le tracer. Si on a une boîte de peinture, évidemment, ça va mieux parce que ça restera plus longtemps. Christophe Lemaître sous la main, c'est pas facile. Ouais. Mais donc, vous voyez qu'avec des actions toutes simples, je dirais presque toutes bêtes, on peut aller vers une amélioration. Et pour vous montrer qu'on n'est pas que dans le discours, on est vraiment dans la concrétisation. Et je répète, vous me donnerez vos coordonnées et je vous inviterai sur nos rencontres inclusives. D'accord. Philippe, est-ce qu'il y a une prise en compte dans votre fédération, justement, au niveau de l'équipe pédagogique? Est-ce qu'il y a vraiment, alors, pas seulement les profs de gym, donc, est-ce qu'il y a véritablement une prise en compte de l'importance du sport dans l'éducation et pas seulement au niveau des performances, mais au niveau de tout ce que cela présuppose, au niveau de la nutrition, au niveau de la santé, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en œuvre au niveau des équipes pédagogiques ? Oui, tout à fait. Je voudrais m'appuyer aussi sur ce que disait monsieur Daniel Narcisse. C'est en fait les enfants, quand ils viennent dans nos compétitions ou nos rencontres, ce qu'ils viennent chercher à la fois, c'est le partage. Et c'est vivre quelque chose avec les autres. Alors effectivement, il y a la performance, mais ils viennent pas là avec l'image que l'on peut avoir, où on veut avoir l'esprit tueur et absolument de gagner. Ils viennent pour partager des valeurs humaines, voilà, et qui ne sont pas forcément, qui sont d'abord des valeurs humaines et qui ne sont pas forcément éclairées pour nous avec l'aspect catholique. Voilà, parce qu'il n'y a pas une façon catholique de faire de l'EPS ou du sport. Ah, justement, j'aurais pu vous poser cette question-là. Oui. je m'y attendais, donc je préférais devancer les choses. Oui, effectivement, nous, dans nos équipes pédagogiques, l'enjeu, en fait, par rapport à l'EPS, comme disait mon collègue Monsieur Billet, c'est effectivement qu'elle soit bien réalisée, ces 3 heures. Et donc, on a surtout un enjeu de partenariat à faire, et on signe un certain nombre de conventions, comme l'UCEP et l'UNSS, avec les fédérations délégataires. Et là, voilà, je crois qu'il y a une passerelle aussi, justement, entre le sport scolaire et le sport fédéral, pour aller effectivement vers une excellence sportive, et peut-être, voilà, pour les Jeux 2024, les jeunes, ils sont aussi dans nos établissements scolaires, que ce soit public ou catholique. Et donc, effectivement, c'est cet enjeu-là qui est important, de cette passerelle, pour que chacun puisse apporter. Nous, on est là, effectivement, pour apporter un certain nombre de valeurs, des compétences motrices, mais aussi des compétences citoyennes, pour les alerter sur les dangers. Et le sport, entre guillemets, peut être une excuse de la construction du jeune dans son identité citoyenne et personnelle. Voilà, c'est un élément aussi, comme on le disait tout à l'heure, et M. Guidon le disait, c'est qu'un élément voilà, de constitution de la personne. Et ça, je crois, c'est important, cette éducation à la responsabilité, à la liberté, voilà, à la citoyenneté et à la santé aussi. Hein, vous parliez d'alimentation, effectivement, il y a un travail à faire aussi sur tout ce qui est en à côté du sport. La lutte contre le dopage, effectivement, pour pas aller chercher des produits de pain, mais surtout pour effectivement rester en bonne santé. Et le sport est un moyen de rester en bonne santé. L'activité physique est un moyen de rester en bonne santé, et surtout, en fait, d'aller rencontrer les autres dans une proposition, voilà, éducative. Alors, il y a d'autres enjeux, hein, ceux qui seraient plutôt pour les arts visuels ou la musique, c'est d'autres moyens de développer des talents. Mais le sport, quand même, est un des vecteurs de relations et de rencontres et de confrontations dans le respect des autres, des adversaires, des partenaires. Je crois que c'est important. Et moi, je pense qu'on a à mutualiser nos compétences, voilà, fédération sportive scolaire, fédération sportive délégataire,
pour essayer de mutualiser aussi nos intuitions éducatives. Là, on a la chance d'être dans l'Olympiade à venir avec les JOP, hein, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je pense que c'est important d'accentuer pour nos adhérents, pour nos jeunes, de construire voilà, des parcours de vie sains, équilibrés, voilà, où la notion de bien-être, hein, la fameuse semaine Sentez-vous bien, sentez-vous sport, effectivement, on voit bien que même dans les programmes d'éducation nationale, c'est cette notion de bien-être psychique, psychologique et physique. Ça, c'est important. Alors, Christophe, est-ce qu'au niveau de l'UNSS, justement, le sport fait bien son travail, c'est-à-dire notamment pour essayer de lutter contre ce communautarisme qu'on ressent de plus en plus dans la société, où les gens se regroupent, se recroquevillent un peu les uns et les autres dans leur coquille et regardent les autres avec défiance. Vous avez l'impression qu'au niveau de la pratique sportive dans le second degré, le sport permet justement de casser un peu tout ça, toutes ces barrières-là qui sont en train de s'ériger? Je l'espère, en tout cas. Moi, je me plais à me satisfaire du fait que chaque mercredi après-midi, sur l'Académie de Paris, j'ai 23 000 jeunes qui sont en mouvement, qui vont prendre le métro pour faire 10 stations, aller rencontrer un autre établissement qui peut être d'un milieu social complètement différent. Donc oui, effectivement, je pense qu'on contribue à ça. On a la chance, nous, dans le second degré, que déjà ce soit obligatoire de créer une association sportive au sein de l'établissement, qu'il y ait du personnel qualifié, ce sont des professeurs de PS, donc on est sur du haut niveau de compétences qui encadrent ces jeunes. Donc oui, on organise ça tous les mercredis et toute conduite déviante fait bien sûr l'objet de ce que nous sommes. Un rappel à l'ordre, une explication, parce qu'on est dans le cadre justement de l'éducation. Donc à un moment, un élève peut aussi se tromper, faire un mauvais choix, et c'est à nous de le rattraper. De plus, pour toutes les associations sportives qui ont envie aussi de s'emparer de ces thématiques, depuis 5 ans maintenant, on a créé le prix éthique, qui est un prix de lutte contre toute forme de discrimination, avec ça se passe dans les départements, ça remonte, et puis il y a une finale à Paris. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation et il y a des vrais échanges avec les jeunes par rapport à ces problématiques. Mais des fois, effectivement, tu commets l'erreur, on te recadre, on t'explique que ça c'est une erreur. Et c'est ça qui est important, parce que le jeune a le droit de se tromper aussi à un moment. Et comme on le disait, on vit dans une société où les fake news, c'est un mal, hein, c'est un énorme mal pour nous. Donc voilà, des fois, la discussion va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, mais d'où tu tiens ça? Mais je l'ai entendu là, je l'ai vu là. Donc on sort complètement du rôle du prof de PS basique qu'on imagine en train de faire courir ses élèves, en lui expliquant aussi que, attention, ça c'est un mot de la société, donc vous devez faire attention, soyez sensibilisés par rapport à ça. C'est bien, c'est très bien. Juste un mot avant les questions de la salle, juste très rapidement, comment vous espérez rebondir, comment vous espérez capitaliser sur Paris 2024? Est-ce que vous allez vous en servir à un moment ou à un autre? Très rapidement. Alors j'espère qu'on va se rencontrer aussi de plus en plus avec le COJO, tout ça, puisque les 70 000 volontaires bénévoles, il y en a beaucoup qui seront passés par l'UCEP, l'UNSS ou l'UXEL, parce qu'on va les avoir formés sur ces fonctions-là. Jeunes secouristes, jeunes, enfin à tout niveau, jeunes reporters, jeunes. Donc il y a jeunes juges, il y a de la compétence derrière. Donc il va falloir qu'on se rapproche quand même de plus en plus des fédés pour mettre en place des passerelles et avancer dans ce sens-là. Philippe? Oui, je confirme en fait cette approche-là. Hein. C'est dans un plan quinquennal, pour nous, je trouve que c'est une opportunité. Une opportunité. Alors, on parle des trêves olympiques. Bon, il ne faut pas que ça soit que l'année où il y a effectivement des Jeux olympiques ou paralympiques. Moi, je suis plutôt partisan d'une trêve qui demeure.
voilà, et qui s'installent. Mais en tous les cas, oui, je crois qu'on a vraiment... On a 4 ans, on a une Olympiade, voilà, d'un plan avec des thématiques qui sont importantes. Autant on parlait de l'environnement, mais développement durable aussi. Hein, voilà, ça fait partie. Effectivement, le sport doit prendre en compte effectivement cette thématique parce que si on pense à notre fameuse planète, nos rencontres sportives et nos compétitions génèrent, on va dire, un niveau de carbone important dans les déplacements, voilà, de nos délégations, de nos équipes et ainsi de suite, que ça soit au niveau scolaire, mais que ça soit au niveau fédéral aussi. Donc je crois qu'il y a une prise en compte à ce niveau-là qui est à mettre en œuvre. Donc on a vraiment un rôle d'éducation et puis voilà, ça se vit pas tous les ans ici en France. Hein, voilà, 100 ans, on va peut-être le voir qu'une fois dans sa vie. Donc je pense qu'on a à mobiliser tous les jeunes qui sont autour de nous et on aura des projets. Alors j'espère effectivement conjointement avec l'UCEP et l'EDSS autour du CNOSF. Voilà, Serge, vous êtes d'accord, vous allez leur tendre la main, vous allez tous bosser ensemble. Ah ben, tout à fait, bien sûr. Ce serait aberrant avec on défend des valeurs de citoyenneté. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. En fait. Tout à fait. Et donc, nous, c'est dans le cadre de l'héritage 2024 où on pousse nos établissements scolaires primaires à se faire labelliser école donc héritage 2024 parce que comme on le disait précédemment, 2024, c'est une étape, certes très importante, mais une fois que les Jeux Olympiques seront passés, la dynamique, il faudra la continuer, il faudra continuer sur cette dynamique, et puis continuer à promouvoir les valeurs dont on a parlé, continuer à les mettre en œuvre. Et par exemple, pour nous, le point de départ, comme je vous le disais, le point final de notre congrès, c'est donc le 21, 22 et 23 juin ici, mais c'est le point de départ de toutes les actions qu'on va mener, puisque notre manifeste et la production qui aura été choisie au niveau national va être remise à Tony Estanguet, très bien, le président du COJO, justement pour faire la liaison et pour montrer qu'on est sur cette dynamique. Parfait. Et Laetitia, juste un mot, alors est-ce que Paris 2024 peut avoir un impact à l'international ou pas, pour vous ? Tout à fait. Alors, je trouvais déjà à travers le réseau des comités nationaux olympiques, aussi avec le CNOS, le Comité national du sport français, Comité national olympique du sport français. Alors, il faut voir que le COJO a une politique, une stratégie importante d'héritage qui a été annoncée dès sa candidature. Et nous, on dialogue avec eux par rapport à l'expérience qu'on a au niveau international pour promouvoir des stratégies pour le climat, pour le lien social. Et normalement, d'ici les 5 années à venir, on a une stratégie très forte à ce niveau-là, et notamment pour donner toute la place aux comités nationaux olympiques dans son rôle aussi de diffuser le sport, les valeurs au sein des différents pays. Parfait. Oui, une question. Oui, il y a une question. J'en ai une là. Et priorité à la dame. Ah oui. Ah ben on est comme ça ici. C'est D'abord où ? Ah, c'est Béatrice d'abord. Oui, je connais Béatrice, grande championne de natation. Combien ? 20 médailles d'or, et t'aurais pu m'enfiler une quand même. Hein. 20 médailles d'or paralympiques, voilà. Oui, bonjour, toujours la première. Vas-y Béatrice. Pardon. Oui, toujours la première au niveau du classement français. Oui, bien Merci. sûr. Donc, moi, je parle. Donc, votre thème, c'est bien l'éducation et le levier pour préparer la paix de demain. Donc, je pars toujours sur le thème. Moi, je suis présidente de la commission sport dans le Grand Est et on travaille sur le sport pour tous. Vous êtes tous les trois des personnes qui s'occupent de fédérations sport pluridisciplinaires avec des enfants qui sont encore d'âge malléable, on va dire, qui peuvent encore à peu près bien écouter. C'est vrai que à partir du lycée, c'est un peu plus difficile des fois, mais si on les éduque dès le départ sur le sport et comme vous dites, les valeurs, c'est super. Je suis les propos de votre témoin parce que moi, il y a un mot qui me manque, c'est le plaisir. Parce que je crois que quand vous parlez de jeunes à l'école, notamment, comme c'est pluridisciplinaire, c'est trouver du plaisir, du jeu,
avant tout. Et donc ça, c'était un mot c'est quelque chose qui me tient à cœur. On commence comme ça, et puis on découvre progressivement la compétition, comme vous le dites, au second degré. Et nous, notamment, nous avons créé au niveau de la NOF, donc de l'Académie olympique, des camps de la jeunesse. Nous avions l'inclusion dont vous parlez. Et sur cette inclusion, je me posais la question sur la formation. Parce que, bien sûr, au second degré, ce sont des profs d'EPS qui ont normalement, dans le cadre de leur formation, une partie sur l'handicap, on va dire. Mais par rapport au premier degré, je voulais savoir comment vous travaillez aussi par rapport à l'inclusion sur la formation, donc pour inclure les personnes handicapées. Voilà, est-ce qu'il y a une formation spécifique pour permettre justement cette inclusion ? Alors, il faut savoir que depuis 2005, les enfants porteurs de handicap sont forcément, automatiquement, et c'est tant mieux, scolarisés dans les établissements classiques. Ils ne sont plus en établissement spécialisé, mais ils sont scolarisés en ayant malheureusement pas assez souvent une accompagnatrice ou un accompagnateur dans la vie scolaire. Là, c'est un problème de moyens. Mais donc, les enseignants, maintenant, ont l'habitude de côtoyer et de travailler avec des enfants porteurs de handicap. Et pour ma fédération, depuis déjà très longtemps, on mettait en place initialement des rencontres sportives pour les enfants qui pouvaient dépendre de la FFSA, Fédération Sport Adapté, ou de la Fédération Française de Handicap, Handisport. Et maintenant, on a conçu des rencontres, comme je le disais tout à l'heure, des rencontres inclusives qui font que on n'a plus ces deux types de rencontres, mais on a une rencontre unique où les enfants sont intégrés à la pratique sportive, comme ils sont intégrés à l'EPS, à l'éducation physique et sportive dans leur classe, ils sont intégrés naturellement dans la rencontre sportive. Oui, mais le problème, c'est de savoir ceux qui les forment. Est-ce que ceux qui les forment sont préparés pour ce genre de choses ? Alors, ceux qui les forment, ceux qui mettent en place les rencontres, bénéficient d'un travail qu'on fait en amont au sein de commissions mixtes avec les deux fédérations dont j'ai parlé. On a élaboré des documents qui permettent justement à nos animateurs, aux enseignants du premier degré, d'avoir donc ces documents pour se former par le biais de nos animateurs, de nos responsables formateurs dans les différents départements. Nous appuyons aussi sur le réseau des conseillers pédagogiques de circonscription qui ont en charge l'EPS pour pouvoir permettre d'avoir ces discours et de passer ces formations vers les enseignants. Et ensuite, comme je vous le disais, dans le cadre de commissions mixtes, depuis plus de 15 ans, nous avons pensé des outils qui sont mis à disposition de nos animateurs. Dans un premier temps, on les concevait sous forme de papier, sous forme de dossier. Maintenant, c'est numérique, évidemment, parce que ça en permet une diffusion beaucoup plus grande. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y a deux questions. Les deux dernières. Deux dernières, deux devant. Marie-Josée. Merci. Alors, allez-y. Merci. Je voulais me joindre un peu à Laetitia sur le volet un peu plus Vous avez raison, moi aussi, international. Je vais me joindre. On va être trois à se joindre, alors, d'accord. Voilà, plus international. Et donc, rappeler simplement le programme de l'UNESCO qui avait établi en 1993, qui s'appelait Espérance et solidarité autour d'un ballon, où pendant 20 ans à peu près, j'ai pu m'occuper de ce programme qui consistait dans les pays les moins favorisés, disons, plus en demande, c'est-à-dire surtout les enfants de la rue, les enfants qui dorment dehors, parce qu'il y a les enfants dans la rue et de la rue. Donc pour les enfants qui dorment dehors et qui fabriquent leur propre ballon avec des bouts de chiffon ou autre chose, de pouvoir leur apporter la joie de jouer avec un vrai ballon, déjà c'est tout à fait extraordinaire. Et puis, donc, dans ce programme, c'était l'alphabétisation pour les enfants donc de la rue ou les enfants vulnérables par le biais d'une activité sportive qui était le premier vecteur pour les amener ensuite à l'alphabétisation et bien sûr à la formation professionnelle. Voilà, donc le sport est
essentiel pour beaucoup de monde, pour beaucoup d'enfants, qui c'est l'exemple que j'ai pu prendre là et le travail que j'ai pu faire à l'UNESCO pendant des années, de faire en sorte que ces jeunes puissent se réhabiliter grâce aux activités sportives. Ouais. Réhabilitation sociale, santé, amicale, etc., bien sûr, puisqu'ils sont dépourvus de tout en règle générale. Voilà. Absolument. Haïti notamment. Alors, en Haïti, on a créé, alors je vais vous donner un petit exemple pour Haïti, qui est un très bel exemple de solidarité par le sport. C'est qu'à ce moment-là, Michael Sylvestre était le président de l'association Maillon de l'Espoir, et il est allé dans les vestiaires de l'équipe de Arsenal demander une journée de salaire chaque footballeur. Et chaque footballeur a donc donné... Ils ont accepté tous ? Ils ont tous accepté de donner une journée de salaire, ce qui a permis, après le séisme, de créer une très belle école au sein à la Croix des Bouquets. Merci. Bon. Ben ça... Oui. Bravo, on peut applaudir. Ouais. Après, il faut vérifier que les fonds soient vraiment allés où il fallait, mais... Non, mais moi, je sais parce que... Non, mais je discute pas. Je suis d'accord avec vous. Non, je discute pas. Je parle en règle générale. Je parle pas par rapport à votre... Non, oui, je sais, mais bon, enfin bref, j'ai d'autres exemples un peu moins, voilà. Allons-y. Allez. Non, là, c'est pas de la fake news. Une dernière question, parce qu'on peut pas l'horaire. Bah oui, mais ils sont, oui, mais voilà. Oui, c'est Brindel qui a pris toute la place, forcément. Jean-Claude Seznec, je suis éducateur d'athlétisme en banlieue. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Hein. T'en parleras à Stéphane Diagana. Ouais, je vais en parler à Steph. Ouais. Et donc, en tant qu'éducateur, on n'est pas vraiment formé à l'évolution justement des comment expliquer, de tous les phénomènes d'incivilité qui se passent. Moi, j'ai des gamins, la semaine dernière, j'en ai un de 7 ans, parce que je fais les enfants en athlée de 5 à 15. J'ai un gamin de 7 ans qui s'amusait à faire la Kalachnikov avec une latte de haie. Donc on a tous ces problèmes. Nous, on n'est pas formés en tant qu'éducateurs. Moi, j'ai passé mes diplômes dans les années 80. Et voilà, donc toutes les mauvaises choses de la société se projettent sur les enfants, les tout petits. Et moi, je n'ai pas connu ça, si vous voulez, dans les années 80-90 en athlée, quoi. C'est un sport qui est relativement protégé voilà, par rapport à d'autres sports où il y a plus de civilité. L'était. D'accord. Et juste, c'était pour dire qu'en fait, moi, quand j'étais adolescent, on avait 2 heures de PS plus du plein air à l'époque. Maintenant, ils peinent à avoir 2 heures de PS, surtout au lycée, parce que le prof, il est en formation art du cirque. Il est, pour les épreuves du bac, là, voilà. Non, mais je te remercie de remettre l'église au milieu du village. Si vous voulez, on n'est pas dans un monde de bisounours. Non, parce que moi, mais d'un côté, là, on a, hein, je vais t'embêter un peu, Serge, mais c'est vrai que d'un côté, on a tout ce qui est théorique, numérique, les papiers, les machins, les trucs, puis de l'autre côté, on a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de boulot à faire pour faire comprendre aux gens, pour faire comprendre aux parents notamment, parce que ça commence par les parents. Avant le premier degré, il y a le degré 0, c'est les parents. Déjà comprendre l'importance qu'a le sport dans le développement de l'enfant. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit bien perçu. Donc je pense que le boulot, il y en a. Et quand tu as un témoignage comme ça, même si tu as envie d'aller manger, on va y aller. Mais, non, mais pour te dire, franchement, c'est top de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce qu'il y en a un qui veut réagir? Pas les trois, un seul réagit. Un seul, ça va être Christophe. Allez. Non, je comprends parfaitement ce qui vient d'être exposé. Après, il ne faut pas mélanger les choses. Je dirais qu'effectivement, il y a un souci de formation et de formation continue par rapport à une obtention d'un brevet d'État, si je me trompe. Voilà. Donc ça, il faut se tourner vers sa fédération sportive pour dire on a peut-être nous aussi besoin d'un petit recyclage par rapport à ces phénomènes sociaux nouveaux où on se sent un petit peu perdu, et je le comprends parfaitement. Chose qui se fait dans le cadre de l'éducation nationale et qu'en même temps, vous condamnez un petit peu en disant qu'on a en terminale ou au lycée
plus que 2 heures de PS, et là on parle d'enseignement obligatoire, ce qui est complètement différent de notre métier, là, hein. Il ne faut pas tout mélanger, donc là il faudrait qu'il y ait un inspecteur pour parler à ma place, mais on ne peut pas en même temps reprocher aux enseignants de l'éducation nationale de eux pouvoir et d'avoir cette possibilité de parfaire leur formation tout au long de leur carrière, ce qui me semble être quelque chose de primordial pour se sentir épanoui professionnellement jusqu'à la fin jusqu'à sa retraite. Dernière question ici. Question bonus. La question bonus. Alors, j'ai entendu le mot sortir du précaire au début. Et je reconnais que ce mot sortir du précaire est très gênant. Parce que les parents voient tout de suite leur enfant, ce n'est plus de l'éducation. C'est on veut qu'il arrive quelque chose pour gagner de l'argent. Première chose. Deuxièmement, jusqu'à maintenant, on dit éducation physique. On ne dit pas sport. Et je souscris là-dessus. Donc déjà, le mot éducation doit être le mot clé de l'enseignement avant de parler sport. À partir du moment où l'éducation est faite, le sport peut continuer. Et la troisième chose, et ça je n'en ai jamais entendu parler, c'est que l'adversaire, ce n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Parce que si je n'ai pas quelqu'un pour jouer avec moi, je ne pourrai pas jouer. Et si nous sortions de ces idées, eh bien je pense que la jeunesse se mettrait mieux au sport. D'abord, l'éducation. Parfait. Merci. Et je vais juste terminer avec ce que disait Stéphane Diagana. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Banni le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion. Sans peur du vide et des a priori, vidons nos âmes de toute théorie. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Déchus, détrônés, les vieilles rancunes, restons unis dans les mêmes tribunes. D'un même élan, libérons notre cœur, nous y verrons la flamme du bonheur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport, et si le sport, et si le sport, et si le sport, et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur
prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur, de la naissance d'un monde meilleur.